commune de leur immeuble. Quand il parlait d'elle, il avait peur. Je le sentais à sa voix. On lui disait qu'il s'en faisait pour rien, qu'il devait laisser tomber et nous appeler s'il y avait la moindre histoire, qu'on viendrait l'aider et qu'il pourrait rester chez nous. Il nous a remerciés et on ne l'a plus jamais revu. Le 29 mars 2013, Deney s'en prend à John Chapman, désarmé. John Chapman était inoffensif, un homme gentil. Il devait dormir ou était peut-être engourdi par l'alcool quand Deney l'a tué. Elle l'a poignardé à la gorge une fois, sectionnant la carotide, puis 5 fois de suite dans la poitrine avec une violence telle qu'un de ses coups a brisé le sternum. Le cœur a également été percé. Une telle frénésie, c'est difficile à comprendre, mais c'est une preuve de ce que les scientifiques appellent l'escalade. Première victime, 1 coup de couteau, deuxième victime, 6 coups de couteau. C'était tellement triste de savoir qu'un homme sans défense s'était fait tuer. De savoir ce qu'elle lui a fait et comment, ça nous a brisé le cœur à tous. De plus en plus confiante, Deney se montre de plus en plus violente à chaque nouvelle victime. Ce qui est frappant dans le cas de Joanne Dennehy, c'est qu'elle se sert d'un couteau afin d'attaquer un homme costaud, ce qui rend l'acte très personnel et très proche. On ne parle pas du canon d'une arme à feu, qui est assez impersonnel, ni d'une arme contendante, encore moins d'étranglement. De fait, une femme n'est la plupart du temps pas assez forte pour étrangler un homme solide. Non, il s'agit d'une jeune femme qui poignarde quelqu'un à plusieurs reprises. Et pour cette seule raison, qui fait d'elle une tueuse assoiffée de sang, je ne saurais décrire à quel point elle est mauvaise. Elle fait partie de la pire espèce. On dit souvent que le poison est l'arme fétiche des femmes. On voit parfois d'autres moyens, oui. Mais un couteau, cela reste une méthode très masculine. Certains en sont même arrivés à dire que Deney cherchait à se sentir plus masculine, plus virile que les hommes de son entourage, car elle les voyait comme des faibles sans caractère qu'elle devait avoir à sa botte, s'octroyant ainsi un statut d'homme. Toutefois, Deney compense un rôle par un autre, celui de femme fatale, manipulant les hommes par ses charmes avant de changer de personnalité sans crier gare. Il est assez facile de faire ressortir les aspects masculins de Joanne Deney, car ce sont les plus évidents. Ses agressions, cette violence, ainsi que le côté extrêmement brutal de ses meurtres. Pourtant, je ne pense pas qu'elle se comporte ainsi en permanence. Cela ne l'aiderait évidemment pas toujours. Elle savait se montrer plus féminine et discrète. En quelque sorte, elle sait adapter sa personnalité, et cela rend une analyse de son cas très compliquée. Après le meurtre de John Chapman, Deney n'hésite pas à continuer son massacre. Le jour même, elle frappe de nouveau et scelle son sort. Plus tard dans la journée, elle attire chez elle Kevin Lee, son patron et amant, propriétaire de l'immeuble. Cette fois, Deney n'est pas d'humeur à folâtrer. Il lui faut une nouvelle victime afin d'assouvir sa soif de sang. Ce 29 mars 2013, Kevin Lee ne sortira pas de chez elle vivant. Joanne Deney est au cœur d'un vrai massacre. Après avoir ôté la vie à Łukasz Labozewski, immigrant polonais de 31 ans, 10 jours plus tôt, Deney a assassiné John Chapman, 56 ans, et s'est trouvé une nouvelle proie en la personne de Kevin Lee, son propriétaire. Joanne était sa maîtresse. Christina, la femme de Kevin, est la première à remarquer que quelque chose ne tourne pas rond lorsque son mari ne rentre pas à la maison ce soir de mars. Il n'était pas du genre à traîner après son travail. Il rentrait pour le thé, se mettait en pyjama. C'était son petit côté traditionnel et pantouflard. J'ai essayé de l'appeler, mais son téléphone était éteint, ce qui est déjà bizarre. Il ne l'éteignait jamais. C'était sa vie, il en avait besoin pour le travail.
et je savais qu'il avait de la batterie. Kevin s'est senti menacé par Denny quelques jours auparavant, mais il met cela sur le coup de la provocation. Kevin m'avait bien dit qu'elle avait avoué vouloir tuer à nouveau. On aurait dû s'en inquiéter à ce moment-là, parce que c'était plus que de la vantardise pour tous ces meurtres précédents. Elle lui disait clairement qu'elle voulait recommencer. Vous savez, ça perturberait n'importe qui. Vrai ou faux, personne de normal ne dirait ça. Les heures passent. Christina, de plus en plus inquiète, tente de retrouver Kevin avec l'aide de son collègue, Paul Creed. J'ai demandé à Paul de consulter les archives téléphoniques de Kevin. Il me les a fournis et j'ai repéré un numéro qui apparaissait tout le temps sur les relevés. J'ai ensuite demandé à Paul quelle maison était à ce moment-là inoccupée pour travaux. Alors il a fait une liste et j'ai commencé à faire le tour de ces maisons sans attendre. Je savais que Kevin avait des ennuis à ce moment-là, en quelque sorte. Je savais que quelque chose clochait, que Kevin ne rentrerait pas. Christina se lance dans une traque hâtive, inconsciente qu'il est déjà trop tard. Denny a déjà frappé. Elle a poignardé Kevin Lee à mort dans la même maison de Rolston Gars où elle a tué Łukasz Labozowski 10 jours plus tôt. Lee est la 3e victime de Denny. Je ne décrirais pas Joanne Dennehy comme une tueuse en série, mais plutôt comme une tueuse frénétique, car elle ne semble pas avoir montré le signe d'être retournée à un semblant de vie normale au cours de sa tuerie. Cela ressemble plus à une chaîne continue d'événements. Ce dont on ne doute pas, c'est que ces 3 premières victimes constituaient le prélude de ce qu'elle espérait changer en une tuerie bien plus conséquente. Denny, toujours aidé par Gary Stretch et cette fois-ci par Leslie Layton, abandonne les corps de John Chapman et Kevin Lee aux abords de la ville. Chapman sera déposé à Thorndyke, au même endroit où le corps de Łukasz Labozowski a été abandonné 10 jours plus tôt. Le corps de Lee est laissé 15 km plus au nord, à Newborough. Denny a habillé Lee en femme et l'a placé dans une position grotesque et humiliante, les fesses dénudées. Selon moi, Joanne Dennehy se démarquait des autres en humiliant ainsi ses victimes. Cela faisait partie d'un mode opératoire. Et c'est une preuve du plaisir émotionnel résultant du meurtre en lui-même plutôt que d'un meurtre lié à une raison précise. Ignorant tout du sort de son mari, Christina Lee est de plus en plus inquiète pour lui. J'ai appelé la police. Puis avec Paul, nous sommes retournés voir une des maisons. J'avais remarqué que la lumière était éteinte, mais quand nous sommes repassés devant, il y avait de la lumière. Il y avait bel et bien quelqu'un, c'était sûr. J'ai expliqué à la police que j'étais vraiment inquiète avant de les autoriser à pénétrer dans cette maison, ce qu'ils ont fait. Même s'ils ne découvrent aucun signe de violence à l'intérieur de la maison de Rolston Gars, ils pensent très vite que quelque chose ne tourne pas rond. Ils disaient avoir senti une très forte odeur de javel, qu'ils avaient vu des traces de sang au sol. Alors j'y suis immédiatement. Et Christina reçoit très vite des nouvelles de son mari. Le lendemain, le 30 mars 2013, la police reçoit un appel depuis une zone agricole de Newborough. Un homme qui promenait son chien a fait une découverte horrible. C'est comme à la télé. Quelqu'un a toqué à la porte et 2 enquêteurs sont entrés. Ils n'avaient pas encore pu identifier le corps à ce moment-là. Mais le fait qu'il m'ait dit avoir retrouvé un corps qui, vous savez, je m'y attendais. Je savais déjà ce qu'il devait m'apprendre. On ne ressent rien. Parce qu'on le sait déjà. Et c'est un sentiment encore inconnu. Alors en vérité, quand certains se disent qu'ils feraient ci, qu'ils feraient ça, moi je ne sais pas. Tout était flou. On est simplement vivant. Enfin non, c'est plutôt qu'on existe.
La police commence à tracer le portrait d'un tueur en fuite bien déterminé à semer le mal sur son chemin. Quand le tueur frappera-t-il encore? Il faut découvrir qui il est et nous devons agir très vite. Les enquêteurs ne tardent pas à retrouver la voiture brûlée de Kevin Lee. Christina leur a donné le numéro de téléphone de Deney et grâce à cela, ils trouvent un indice majeur. Ils ont sans doute essayé de l'appeler eux aussi. Et grâce à leur technologie ou autre, ils ont réussi à la localiser. L'endroit où ils ont retrouvé la voiture brûlée de Kevin était l'endroit où ils ont retrouvé son téléphone. C'était donc évident qu'elle était passée par là, elle aussi. Ils ont compris qu'ils connaissaient une femme du nom de Joanne Dennehy, qu'elle était sa maîtresse. La piste les a ensuite menés à Leslie Layton, qu'ils ont interrogé. Il a cherché à leur faire croire qu'il ne savait rien de cette histoire, ce qui était tout à fait faux. Comme il était faible mentalement, il a très vite cédé et a avoué que Dennehy et Stretch étaient en cavale. Qu'ils étaient partis vers l'est, mais qu'ils reviendraient sans doute à l'ouest. Alors la police a réagi très vite en lançant une alerte à l'échelle nationale stipulant qu'il fallait retrouver ces deux-là le plus vite possible. Dennehy et Stretch sont désormais recherchés. L'information stimule la jeune femme qui s'extasie d'être en cavale. Cette notoriété lui plaisait vraiment. Elle se délectait du fait que les hommes puissent la craindre. Au cours de leur fuite face aux autorités, Deney et Stretch se dirigent tout d'abord vers Norfolk, où ils cambriolent une maison. Par la suite, ils décident de traverser le pays en direction de Hereford, où ils prévoient de vendre leur larcin pour financer leur fuite. Je déteste dire ça, mais Dennehy et Stretch sont alors devenus une sorte d'archétype de Bonnie and Clyde. Avec leur visage dans tous les journaux, ils étaient des ennemis publics. Après avoir cambriolé une autre résidence à Hertfordshire, le duo s'arrête à 30 km de Hereford pour retrouver un homme appelé Mark Lloyd, qui les rejoint alors dans leur fuite. Ils demandent à un complice ou à un ami d'aller revendre les biens volés à Hereford, et c'est à ce moment que Dennehy ressent de nouveau cette envie de tuer. Cela fait 4 jours depuis les meurtres de John Chapman et Kevin Lee. Le 2 avril 2013, en compagnie de Mark Lloyd, Dennehy entre dans une épicerie de Hereford à 15h30. D'après ces images de vidéosurveillance, elle semble menacer l'hôtesse de caisse. Seulement 10 minutes plus tard, Dennehy, lors d'une attaque complètement arbitraire, tente d'assassiner un 4e homme. Elle agit sous le coup de la colère et de sa soif de sang. Elle a bu un quart de bouteille de whisky et a beaucoup fumé quand tout à coup, elle voit cet homme qui promène son chien dans la rue. Et elle dit à Stretch, « Arrête-toi, gare-toi, je veux le tuer. » Un couteau à la main, Dennehy bondit hors de la voiture et court après l'homme pour le poignarder dans le dos. La malheureuse victime de Dennehy s'appelle Robin Bereza, pompier retraité de 63 ans. Ses intentions sont très claires. « Je vais te tuer », a-t-elle dit au pompier. « Tu vas souffrir, je vais te tuer. » Elle lui plante ce couteau à cran d'arrêt, dans le dos, encore, et encore, et encore. L'homme croit alors avoir été simplement frappé. Mais quand il se retourne, il constate qu'elle est couverte de son propre sang. Il s'effondre, alors elle s'éloigne tranquillement, remonte dans sa voiture et dit à Stretch, « Trouvons-en un autre. » Sur le siège arrière, Dennehy prend le temps de faire un selfie. Aussi incroyable que cela puisse paraître, elle n'a pas terminé. L'ivresse s'empare d'elle et elle se met en chasse de sa prochaine victime. 10 minutes plus tard, elle repère un autre homme en train de promener son chien et la scène se renouvelle. Elle descend de la voiture, Stretch s'est garé, elle descend avec ce couteau, s'approche de l'inconnu, puis le poignarde, encore, et encore, et encore. Imaginez-vous le choc. Cet homme n'a probablement même pas compris ce qui se passait. Elle lèche le sang de cet inconnu sur la lame. Il est pris de vertige avant de s'effondrer, tandis qu'elle prend le chien et retourne à la voiture comme si de rien n'était. Une autre voiture passe alors et elle salue les passagers. Une fois bien installée, elle dit à Stretch de redémarrer.